Hop, ça va être bon. Comment vous allez? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Hop, alors je vais mettre cette fenêtre ici. Tac. Ouais, donc je vais répondre à vos questions. De toute façon, le live, on le fait un peu tous ensemble, hein, comme d'habitude. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Il y a pas mal de choses. Franchement, ça bouge. J'ai de belles surprises sur les crypto-monnaies. Comment vous allez? Dites-moi, vous. Quel est votre ressenti? Comment vous êtes exposé psychologiquement? Comment ça va? Parce que quand on n'est pas habitué à ce type de volatilité ou quand on ne connaît pas trop les marchés, ça peut un peu surprendre. Mais on va essayer de décanter tout ça, hein, d'accord? Voilà, je vais vous donner mon avis personnel voilà, qui me concerne. Puis on va également regarder vraiment de façon les métriques, hein. Parce qu'il y a vraiment une. C'est quand, Chani, je pense en faire là bientôt parce que le site a bien avancé. Chani, pour te donner un ordre d'idée, on a les journaux de trading, on a les profils, il y a tout le social network. Donc ça, je sais pas, pour le printemps, je pense. Mais j'en parlerai, j'en fais pas trop la pub pour le moment parce que je travaille dessus. Mais beaucoup d'hésitation, on reste positif. Ouais, on reste positif. Alors, on va aborder ça. Je pense qu'on va faire un petit peu comme on a l'habitude de faire. Vous me posez des questions, j'y réponds. On voit ça ensemble, ok? D'accord? C'est un petit peu le live bistro. L'idée ici, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord? Déjà, première chose que je peux vous dire, c'est qu'on a une décorrélation assez nette. Vous voyez mon écran, vous avez le son, vous avez l'image, vous avez tout. Ouais, dites-moi. Comme ça, j'attaque direct. On perd pas de temps, on attaque. Là, on va être ensemble, j'irai 40 minutes, donc on a quand même pas mal de choses à voir. On ira voir les altcoins si ça vous intéresse aussi. Alors, première chose, tout est beau, tout est impeccable, c'est parfait. Exactement, Loïc. En fait, première chose, on va travailler là-dessus. Je vais virer ça. C'est que, très franchement, hein, je vous le dis comme je le pense, la moyenne 200, je vous ai toujours dit, c'est le point pivot. Tant qu'on garde et tant qu'on maintient cette moyenne mobile, sur du daily, on est toujours sur une dynamique haussière, hein. Et tous les retracements moyenne mobile, en fait, sont des supports. Le moyenne mobile 200 sert de support, hein. À chaque fois, ça a été le cas, ça a été le cas ici, etc. Et pour le moment, en fait, sur BTC, ben, on est toujours dans ce scénario où la moyenne mobile, bah, elle tient, en fait. Étrangement, elle tient. Et on n'a pas tellement de ventes. Alors, on va aller voir les métriques, parce que je vous dis ça, je me base quand même sur quelque chose. On n'a pas énormément d'outflow sur BTC. Ok? Si par exemple vous prenez le S&P 500, je pense que c'est très clair là, d'accord? On a vraiment la moyenne mobile 200 qui a servi de résistance. Ok? Donc, dans un marché qui est plutôt baissier, la moyenne mobile, elle vient nous servir de résistance. Et ensuite, on fait des retests moyenne mobile, et puis ensuite, on se fait dégager systématiquement comme ça. Donc en fait, là aujourd'hui, il y a une décorrélation assez nette entre ce que je vois sur BTC et ce que je vois sur le S&P 500. Je ne sais pas l'expliquer, d'accord? C'est des explications rationnelles, mais ces deux indices qui sont d'habitude plutôt corrélés ne le sont absolument pas en ce moment. Donc ça, première chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir les Américains se faire une réserve stratégique? Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi. En tout cas, il y a un gros support sur BTC. On peut tout de suite aller voir les datas ici. On le voit ici. Ici, c'est les données Unchained sur BTC. D'accord? Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des courbes. Donc, pour vous donner une idée, pour vous expliquer ce graphique, c'est important, c'est les différents fonds d'investissement. Si je mets mon curseur, vous voyez BlackRock, Fidelity, Grayscale, etc. Et ce qu'on observe ici, c'est une courbe qui monte, qui monte, qui monte. On a eu un petit drawdown ici et on est de nouveau en train d'essayer de repartir. C'est-à-dire, on a de nouveau de l'inflow sur BTC. Ok? Malgré la période, hein. Donc, en fait, j'ai presque l'impression que mi-figue, mi-raison, le truc. Il sert à moitié de valeur refuge et à moitié d'indice. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que il n'est pas totalement. Si vous prenez l'or fait des ATH en ce moment. Eh bien, BTC serait peut-être en train d'essayer de faire une espèce de mue comme ça. En tout cas, il se comporte absolument pas comme des indices à risque en ce moment. Ok? Et ni comme une valeur refuge au passage. Vraiment, pour le moment, on a quelque chose de très solide, point barre. Et ici, ce qu'on est en train de voir, c'est de nouveau de l'inflow. D'accord? Donc ça, on peut le regarder ici. Donc ça, c'est les flows sur BTC. Donc vous voyez vraiment exactement ce qui rentre et ce qui sort. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières journées, donc prenez le total qui se situe là. Vous voyez, si je monte tout là-haut, on a la colonne totale ici. Vous voyez, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les derniers jours. Et compte tenu de ce qui se passe sur les marchés, ok, on a des outflows ici. Mais globalement, ici, on a eu 218 d'inflow. Là, on a eu quasiment plus d'une semaine d'inflow. Donc en fait, sur la période,
Si vous prenez les 15 derniers jours, bah, on a plutôt un BTC qui est solide avec globalement plus d'inflow que d'outflow. Donc ça, c'est vraiment important de le signaler. Et ça, c'est vraiment une dynamique propre à BTC pour le moment. On a vraiment quelque chose. Il est solide parce qu'en fait, on a plus d'inflow que d'outflow ces derniers jours. Et on le retrouve également, du coup, forcément, sur les métriques. Et on le regarde, si on regarde ici, on voit également, ça c'est le net flow, donc c'est négatif positif. Vous prenez la candle, si elle est vers le haut, c'est que vous avez plus d'inflow. Et donc ici, on a plus d'inflow sur BTC que d'outflow. Vous voyez? Alors que la période, elle est plutôt extrêmement négative en fait pour les marchés. Si on retourne sur nos indices ici, vous prenez, alors je crois que c'est encore pire sur le Nasdaq. On va essayer d'y aller s'il veut bien. On a vraiment, vous voyez, on a vraiment cette moyenne mobile ici qui a servi de résistance. Donc pour moi maintenant, sur les indices, c'est tendance baissière moyen terme. On aura des rebonds parce qu'en général, quand on vient chercher des zones de survente comme ça, on a toujours, vous voyez, des réactions haussières, etc. Mais pour le moment, on évolue désormais sous la moyenne mobile, donc c'est un scénario plutôt pessimiste sur le moyen long terme. D'accord? C'est pareil sur le S&P 500. Alors attention, on est sur ce que j'appelle un climax. Je ne crois pas qu'on ait je crois que c'est une des clôtures. Je crois qu'on avait. Faudrait aller voir les statistiques. Mais la dernière fois qu'on a eu des mèches aussi volatiles, franchement, c'était le crash Covid, hein. C'était franchement le crash Covid, hein. Donc on est sur des scénarios et sur des périodes qui sont extrêmes, d'accord? Donc en fait, moi j'aime bien dire c'est des climax. Moi je m'attendais vraiment à un retest de ces niveaux-là. Trump, il arrive lors d'une vidéo. Vous pouvez poser vos questions en même temps, hein. Vous avez une vidéo où Trump il arrive avec un énorme carton où il a tous les tarifs et tout. Bon bah voilà, enfin, ça c'est des événements un peu chaotiques qu'on peut pas anticiper. Je vous donnerai mon avis aussi également sur ça. Donc là clairement en daily on a cassé la moyenne mobile. Alors maintenant on peut regarder. Vous êtes intéressé par quoi? Plutôt les cryptos, plutôt les indices? Parce que du coup ça peut. Enfin moi je pense que vous devriez également vous intéresser sur les indices. Parce qu'honnêtement, on commence à retrouver des niveaux d'intérêt qui vont devenir très intéressants si vous voulez vous exposer sur ce genre d'asset. Déjà, première chose, on va passer en weekly pour regarder ça rapidement. Pour que je vous donne un petit peu les objectifs que moi je vais racheter aussi des indices, d'accord? J'attends un petit peu, mais je pense vraiment en racheter. On peut regarder un petit peu ce qui se passe, mais globalement, vous voyez, le niveau des 38,2 est toujours un niveau qu'on est censé tenir sur des marchés extrêmement haussiers. On peut venir chercher dessous, hein. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que sur les niveaux actuels, on revient chercher les niveaux des 38,2. Donc, techniquement, c'est plutôt des niveaux qui ont tendance à servir de rebond ou de support, etc. On est vraiment venu chercher les 38,2 de façon assez rapide, d'accord? Moi, je pense que c'est vraiment trop tôt. Je ne vois pas vraiment à moins que Trump annule tous ses tarifs, etc. demain. Ouais, le PEA, c'est un truc qu'il faut ouvrir en France, hein. Vous devez tous en avoir un. Ne serait-ce, même si vous mettez rien dedans, ouvrez-le parce que vous avez 5 ans avant d'avoir des exonérations sur le PEA. Donc c'est quelque chose à faire. C'est gratuit en plus. Donc ouvrez tous un PEA, même si vous vous en servez pas. D'accord. Tu crois qu'entre BTC, Park qui est sur BitLearn, bah si, il se passe un truc là. Moi, je me pose vraiment la question, c'est pourquoi BTC est aussi résilient et pourquoi on a des indices qui se font éclater la tronche. Et pourquoi on a des inflows sur BTC on a un BTC vraiment qui se comporte pas comme un indice à risque ici. D'accord? C'est mi-figue, mi-raisin. Il se comporte pas comme une valeur refuge, mais il se comporte pas non plus. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que on vient chercher la zone des 38,2 ici sur Fibonacci, sur mes indices. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on a un gold sur des petites intervalles de temps qui commencent déjà qui commencent déjà à corriger un petit peu. Alors, c'est beaucoup trop tôt, hein. Mais ça m'interroge de voir comme ça des ventes sur le gold. Alors, pourquoi le gold fait des ATH? Ce que vous devez savoir, c'est que dans des périodes d'instabilité macroéconomique, géopolitique, etc., en général, on a tendance à se couvrir en achetant du gold. C'est un petit peu la valeur refuge qui nous permet de ne pas souffrir en fait sur nos indices à risque. Et c'est pour ça en fait qu'on a eu des divergences qui étaient plutôt baissières sur nos indices durant des mois et qu'on a un gold comme ça qui prend de la valeur. Il faut regarder le gold parce que si vous avez un gold en fait qui se retourne sur des intervalles de temps qui sont plus longues, je sais pas si on passe en weekly et qu'on commence à observer vraiment un gold qui commence à nous faire des M-top ou ce genre de structure, etc. Il faudra vraiment surveiller ça parce que ça peut nous indiquer sur du court terme, moyen terme, ça peut nous indiquer un retournement sur nos indices. Donc moi, je vais vraiment regarder en fait ce que fait le gold. Lui, il est clairement dans des zones qui sont de surachat.
D'accord? Alors que sur nos indices ici, on est clairement en train de revenir chercher des zones de survente. Donc c'est pareil, quand on fait de l'analyse technique sur des intervalles de temps comme le weekly, je ne peux pas vous donner vous voyez, de journées précises. Moi, je regarde vraiment ce que fait le gold. Et si je commence à voir des divergences ou un gold qui commence à dévisser, et au contraire, on commence à observer des structures comme celle-ci sur nos indices, peut-être que j'aurais tendance à renforcer de façon un petit peu plus forte mes positions en fait sur les indices. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans compte tenu de ce qui se passe, d'accord? Mais techniquement, on commence à retrouver des niveaux d'intérêt qui sont intéressants, hein. Powell va bientôt parler. Alors, bah, de toute façon, on a régulièrement des FOMC, etc. Donc on verra ça, mais au fur et à mesure. Il ne parle pas tous les jours, Powell, hein. D'accord? Il fait des points d'étape régulièrement. Donc, ouais, donc le PA, full SP500, etc. Donc là, les gars, encore une fois, hein, c'est le moment d'essayer d'avoir un peu de cash pour vous préparer à acheter ce genre d'indice, d'accord, hein. C'est toujours des opportunités. En fait, là où certains ont vraiment peur, bah, dites-vous que sur les indices, c'est quand même des belles opportunités qu'on n'a pas forcément. Des retracements comme ça sur les indices, c'est pas des retracements qu'on a tous les jours. Alors, pareil, il y avait deux scénarios de baisse. On avait une baisse plutôt en tendance comme ça baissière, un peu durable, où on avait plutôt ce type de scénario avec un crash, avec une volatilité assez extrême. Et en général, quand on a alors, en général, hein, évidemment, quand on a des crashs comme ça, qui sont extrêmement violents, où on vient directement chercher des zones de survente extrêmes, assez souvent, on a des rebonds qui sont de même intensité derrière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la vélocité en trading, plus vous avez quelque chose de fort comme ça, et plus en général le rebond est assez rapide. D'accord? Ça, faut le savoir. C'est pour ça que j'ai pas changé, je ne change pas forcément d'idée pour les prochains mois jusqu'à l'été. Je pense vraiment, compte tenu de la volate qu'on aura un rebond de cette intensité-là également. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours en tête. D'accord? Surtout quand je vois comme a dit DR Park, surtout quand je vois la résilience de BTC. Donc on est dans l'attente de Powell. Donc il y a vraiment un truc, c'est que si on a un rebond assez fort sur les indices dans les semaines et les mois qui viennent, il suffit que sur les tarifs ça se calme, ben, on a un BTC qui consolide et qui garde les niveaux actuels. Je me dis, il y a un monde où BTC il peut vraiment refaire une mèche haussière en fait. D'ailleurs, ça m'interroge vraiment quand je vois la courbe en mensuel. Il faut toujours prendre des pincettes, hein. Quand je vois la courbe en mensuel, j'ai quand même, on retrouve bien les informations que je vous ai montrées sur les inflows, on les retrouve bien. On a vraiment cette forme de cloche, quoi. On a vraiment quelque chose on a vraiment une volatilité qui diminue ici sur les niveaux actuels. Et c'est exactement on avait fait la même chose ici. On avait le cluster avec les trois mèches, on avait vraiment une réduction de la volatilité sur Bitcoin. Ça s'était fait, je pense que ça s'était fait de la même manière au niveau de la moyenne mobile 200. Et pour le moment, il faut toujours garder des pincettes. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on est en train de trouver un support, d'accord? Donc en fait, sur BTC, le topo, il est plutôt simple dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est simple, hein. Vous avez deux bornes, en fait. Vous avez celle-ci, le niveau actuel. Le breakout d'une de ces deux bornes nous entraînera sur un mouvement, je pense, plutôt volatile. Voilà. Donc pour l'instant, je trouve le BTC extrêmement résilient. Il y a des inflows. Je peux vous dire, en fait, ça m'embête un peu. La macroéconomie m'embête un peu parce que vous avez des indices qui sont extrêmement baissiers, d'accord? Et puis à côté de ça, moi sur Bitcoin, c'est pas ce que je vois, hein. Donc je peux pas vous dire que c'est baissier alors que j'ai des inflows sur les, sur les ETF, un BTC qui garde sa moyenne mobile 200. Donc là, il y a vraiment, comme tu disais, des Park, vraiment, il y en a un des deux qui ment. Donc quel est votre avis là-dessus? Ça m'intéresse. Mais ici, je trouve pas que c'est particulièrement baissier sur BTC. Ok? Au contraire. Alors bien sûr, on peut très bien se faire rejeter de la même manière et puis venir chercher plus bas, hein, aucun problème avec ça. Mais pour l'instant, les métriques sur BTC m'invitent pas à penser ça. M'invitent plutôt à penser que sur ces niveaux-là, ben on consolide, d'accord? Donc je m'attends davantage à un rebond assez fort sur les indices et à un break éventuellement du haut de ce run sur BTC en fait, vraiment, hein. Parce que si on a un rebond sur les indices, il n'y a pas un monde ici, on ne revient pas chercher le haut de range ici sur BTC. Le topo, voilà, c'est un peu celui-là. Donc le fait d'avoir une décorrélation entre les indices et BTC, ça m'interroge vraiment. Ça c'est très clair. Salut Yannick, Powell a parlé ce soir. Augmentation droit de douane. Maintenant, le scénario, enfin,
je vous dis ce que je pense de la situation actuelle. Je vais vous montrer ça. Dites-moi après si vous partagez cet avis ou pas. Si on prend du recul sur ce qui s'est passé, et sur BitLearn, vous savez qu'on d'AirPark, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais peut-être vous êtes plusieurs à être sur BitLearn. On avait fixé mars. Souvenez-vous, on avait dit mars. Ça pue la merde pour mars. On s'était donné le. Tu t'en souviens d'AirPark? On l'avait dit. Hein, on a dit. En fait, le dilemme c'était ça. C'est qu'on avait on avait des indices qui tiraient sur la corde. Alors, je vais essayer de vous mettre ça. On avait clairement ici des indices qui tiraient sur la corde. Et ici, on avait clairement des divergences voilà, qui étaient baissières. On savait qu'on allait la bouffer, cette correction. Je veux dire, c'était une question de temps. On ne savait pas précisément quand, mais on savait qu'on allait bouffer une correction sur les indices parce qu'on faisait exactement la même chose qu'ici. Est-ce qu'en weekly, ça se voit mieux? Tac, tac, tac. Je vais essayer de vous charger ça. Je vais mettre également mon MACD. Ensuite, je vais vous expliquer mon scénario par rapport à, enfin, ce qui se passe sur les tarifs, etc. Mais là, c'était pareil, on avait vraiment quelque chose de baissier, on avait clairement des divergences, ça tirait. On venait ici chercher péniblement les zones de surachat. Et là, on a exactement la même chose. On a des grosses divergences qui étaient baissières sur les niveaux actuels. On était revenu chercher les zones de surachat. On avait vraiment quelque chose de très baissier. Donc en fait, sur les niveaux actuels, la baisse, c'était quelque chose qu'on avait anticipé. Ok, ça, on l'avait déjà parlé sur Twitter, j'en ai déjà parlé. Je ne connaissais pas le timing précis, si vous voulez. Mais cette correction-là, on l'avait anticipé. La question, enfin, moi, la vraie question, c'est, je pense, hein, c'est mon avis. Après, dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez pertinent ou pas. Je pense que c'est un boulet, ça, pour Trump. Le mec arrive au pouvoir, il se traîne une économie mi-figue, mi-raisin, parce que la Fed a remonté ses taux, on est sur des plateaux, c'est lent, faut ajuster ça. Bon, c'est long, et lui, c'est simple. Il a globalement 2 ans pour agir très rapidement, Trump. Parce que vous avez des élections, ce qu'on appelle des élections mid-term, qui sont en novembre 2026, si je ne dis pas de conneries. Donc ça lui laisse 2 ans pour agir. S'il ne fait rien, s'il continue comme ça à avoir une politique, la politique de Biden avec, on regarde les taux, on les baisse un petit peu, etc. Il se retrouve dans une position de merde, Trump, parce il peut se retrouver en fait dans une position où il arrive en novembre 2026, donc aux élections mid-term, avec justement ce truc-là qui se traînait pendant des mois et des mois, et une correction des indices qui met 10 ans à corriger, etc. Avec une espèce de politique en soft landing où ils vont commencer à rebaisser les taux. Lui, ça l'emmerde, Trump. Enfin, faut se mettre dans le contexte politique. Le mec, il ne veut pas arriver aux élections mid-term avec des indices qui corrigent. Parce qu'il perd les élections et il perd du pouvoir. Donc je pense que, mon avis, je pense qu'il s'est servi de ça. Il est arrivé au pouvoir, il a balancé directement le truc. Allez, littéralement, hein, vous aviez déjà des indices qui étaient au bord du précipice ici. On le voit, tout qui diverge, etc. Lui, il a simplement poussé le truc dans le vide. Hein. Mais il s'est dit, on va pas perdre de temps. Comment je peux faire pour régler cette question le plus rapidement possible? Et surtout, comment je peux en tirer profit? Alors, là, maintenant, on a un début de réponse. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font là-haut. De toute façon, s'ils faisaient n'importe quoi, il y a des conseillers derrière autour de lui qui lui disent mais non, regardez, vous prenez Trudeau par exemple. Pourquoi il a été mis à la porte, le mec? Il a été mis à la porte précisément parce que vous avez les élections fédérales dans la foulée et que les libéraux ne peuvent pas se permettre de perdre. Donc ils préfèrent dégager le mec qui fait de la merde, mettre un autre type, surfer sur le truc pour essayer de gagner. C'est pareil, vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, les mecs. Je crois pas une seconde que tout ça c'est de l'improvisation. Sauf que Trump se sert des tarifs pour régler cette question-là de récession, cette question-là d'économie mi-figue mi-raisin, où les mecs ils sont sur une période un petit peu comme ça, un petit peu bancale, où ils ont dû remonter les taux, ils peuvent pas les rebaisser, ils peuvent pas relancer la machine économique. Donc je pense que Trump règle cette question rapidement. D'accord? Avec un hard landing. Donc l'idée, c'est d'aller balancer tout le monde dans le vide pour essayer de rebaisser très rapidement les taux d'intérêt et relancer l'économie américaine très rapidement pour qu'il termine en fait le mi-mandat avec des indices en ATH. Je pense vraiment qu'il fait ça. Et en même temps, il se sert des tarifs pour obtenir des avantages commerciaux sur énormément de choses. Donc je pense vraiment que, il accélère ces événements économiques qui devaient arriver et il s'en sert en fait pour négocier sur énormément de choses. Donc après c'est de la tambouille, mais je pense vraiment que tout ça c'est parfaitement voulu, d'accord. Après il gère pas il peut pas tout, enfin il peut pas tout contrôler, vous voyez, il va y avoir des pays qui seront un petit peu, il va y avoir des représailles, ça c'est très difficile à anticiper, vous voyez. Mais je pense que les tarifs, les conséquences des tarifs sur l'économie américaine, sur le dollar qui prend une douille, hein, au passage, le dollar prend une douille. Là pareil, hein, il y a des avantages pour les États-Unis
à, il y a des avantages pour les États-Unis à, à faire perdre de la valeur au dollar. Ça leur permet de racheter une dette moins chère, etc. Donc il y a vraiment des avantages pour lui à cette crise actuelle, hein, à plus d'un titre. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est en partie, tout n'est pas maîtrisé, mais je pense que c'est en partie voulu, d'accord. Voilà, le fond de ma pensée, c'est ça. On avait une économie américaine qui était déjà bancale avant Biden, avant qu'il prenne le pouvoir, et je pense que l'idée, c'est d'accélérer les choses pour pas perdre de temps et pour terminer à mi-mandat avec une reprise haussière sur tous nos indices, une économie américaine qui se porte très bien, comme ça il pourra dire à mi-mandat, bah voilà, l'âge d'or il est là, les tarifs, etc. Ça a fonctionné, voilà, je pense que c'est ça dans l'idée. Il veut pas perdre de temps, voilà. Il a 4 ans, donc le mec ne perd pas de temps, voilà. Donc Loïc, si tu regardes Fabrice, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il t'explique très bien que Trump, c'est un gars euh, qui se fait passer pour un mec naïf, mais qui ne l'est pas du tout. Sur sa campagne présidentielle, si tu l'écoutais, il y avait énormément de références. Je suis pas pro-Trump ou quoi, hein, d'accord, hein, mais il faisait énormément de références historiques. C'est loin d'être un con, hein, d'accord. Un mec qui a emprunté toute sa vie pour acheter de l'immobilier, il sait très bien comment fonctionnent les taux d'intérêt, d'accord. Et il a déjà été président des États-Unis, donc il sait très bien que les tarifs, il y a des conséquences. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. Tous les mecs qui vous disent qu'il sait pas ce qu'il fait, je veux dire, arrêtez 2 minutes. Il sait très très bien ce qu'il fait. Il peut pas anticiper les détails de ce qu'il met en place ici, c'est-à-dire bah, les représailles économiques, etc. Mais il sait très bien les conséquences sur l'économie américaine, sur les taux, sur la Fed, etc. Et ça, il le maîtrise très bien, d'accord. Il est entouré, le gars aussi. Donc ça, j'y crois pas un instant. Que le mec, il balance des trucs comme ça au pif, ça, j'y crois pas. D'accord. Pour moi, il se débarrasse de ce truc-là qui traînait sur l'économie américaine depuis déjà des mois et des mois pour essayer de... Bah, l'idée, c'est de rebaisser les taux d'intérêt extrêmement rapidement pour relancer la machine économique. Et pour moi, l'objectif, c'est d'arriver en... Vous pourrez me le dire, mais je crois que c'est en novembre 2026. Donc, vous voyez, ça nous laisse encore de la marge. Mais pour arriver en novembre 2026 avec un marché extrêmement haussier sur les indices, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, tout ce qui va tomber bah, sur les niveaux... là, on est sur le S&P 500. Je vais virer ça. Mais globalement, dites-vous qu'on a différents niveaux. Mais si on revient chercher ces niveaux-là, donc celui-là, donc je vous mets des résistances, hein, celui-là et cette résistance-là, tout ce qui va tomber pour moi sur ces niveaux-là, ça sera pour moi des opportunités, d'accord. Et en tout cas, je passerai des ordres d'achat sur ces niveaux-là, d'accord. On y est bientôt, hein. Et puis idéalement, renforcer si on a vraiment des grosses structures de retournement comme ça, vous voyez. Donc là, pareil, il faudra regarder ça sur du daily. On en avait déjà parlé la semaine dernière de ça. Donc c'est vraiment l'Eurocross également de la moyenne mobile de 100. C'est-à-dire on revient, hop, je vais virer toutes les droites. Là je vous prends le S&P 500, ça marchera pour tous les indices, hein, ça marche de la même manière. C'est vraiment, on a un prix comme ça qui vient revenir chercher la moyenne mobile de 200, qui consolide autour de la même manière que c'était ici en fait, pour avoir un point d'inflexion pour repartir sur le marché haussier. Si on commence à avoir ce genre de truc avec des... Pas pareil, là on avait carrément des épaules, tête-épaule inversées, on avait énormément de choses. Pareil avec des creux ascendants et ce genre de choses. J'aurais tendance à consolider encore un petit peu plus mes positions sur les indices, d'accord. Mais pour le moment ça tombe, hein. Donc pour le moment, rien ne nous dit ici qu'on a un bottom, hein. C'est ça que je veux vous dire. Rien ne vous dit qu'ici on a un bottom. Je m'attends à un rebond parce qu'on est dans des zones qui sont extrêmement survendues. Et comme à chaque fois, on a des rebonds qui sont assez forts. Mais ce serait très bien pour venir, on pourrait très bien revenir descendre beaucoup plus bas. Hein, voilà, c'est un petit peu comme ici en fait, hein. Vous avez le topo. En gros, le topo il est simple. Vous avez des opportunités qui sont extrêmement intéressantes sur les indices dans les prochains. Posez des questions et je vais y répondre après, hein. On a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à nous sur les marchés américains, c'est très clair. Donc SP500, Nasdaq, ce genre de choses. Et à côté de ça, on a un marché, on a clairement, mais regardez, et clairement à côté, on a un marché des cryptos qui est de moins en moins volatile et qui ne réagit quasiment pas à ce qui se passe, hein. Les tarifs, honnêtement, bah, et en même temps, c'est un peu normal. BTC, c'est un peu décentralisé d'une certaine manière. Donc on n'est pas l'État. Enfin, vous voyez, c'est pas des entreprises américaines peuvent être beaucoup plus impactées par des tarifs que Bitcoin. Bitcoin, on l'achète dans le monde entier. En vérité, c'est pas si con que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que Bitcoin ne surréagisse pas aux tarifs, bah il y a une logique à ça quand même. Il y a une petite logique à ça, c'est que bah, Bitcoin, vous en achetez dans le monde entier et que l'Allemagne prenne 30% sur les bagnoles, Bitcoin, on s'en fout en fait, ça ne le concerne pas vraiment. Il y a une certaine logique à ce que les crypto-monnaies ne surréagissent pas à ces baisses de tarifs. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de mon point de vue. Ils pourraient réagir, et ça a déjà été le cas, à des hausses d'intérêt, etc., parce que ça diminue les inflows dans le marché des crypto-monnaies.
mais ne surréagit pas au tarif parce que ça ne le concerne pas vraiment. En tout cas, sur le Total 3, c'est la même chose. On a une diminution, j'ai l'impression, de la volatilité. Ça se voit très très bien. On revient chercher d'ailleurs l'ancienne résistance. Donc, je vous dis, enfin, au printemps, j'ai toujours en tête, et j'ai toujours en tête, quand je vois ce qui se passe sur les altcoins, quand je vois ce qui se passe sur BTC, si on a un rebond d'un mois et demi, d'un mois, de 4 ou 5 semaines sur les indices, bah, il n'y a pas un monde où on n'a pas un rebond en fait sur nos crypto-monnaies ici. Honnêtement, je vous le dis comme je le pense. Après, voilà, le printemps, ça peut être début de l'été aussi, donc difficile. Je vais lire les questions. Powell progrès vers l'objectif d'inflation de 2% au ralenti. Ok, d'accord. L'impact économique des tarifs douaniers est probablement plus important que prévu, ce qui est plutôt logique. Euh, je pense que l'idée, ce serait de baisser les taux d'intérêt extrêmement rapidement si on a l'économie américaine qui commence à montrer des signes de fatigue. C'est vraiment ce qu'on a dit sur le Discord, hein. C'est toujours le même scénario, hein. Et c'est pareil, c'est précisément à ce moment-là que ce sera intéressant d'acheter des altcoins, pas des altcoins, des indices. Si vous avez une baisse des taux importante, des taux d'intérêt américains importants, parce que récession qui menace, etc., vous avez probablement, vous vous rapprochez probablement d'un bottom. Ça, on l'avait déjà dit également, des repas, on en avait déjà discuté, mais c'est pareil, si on a quelque chose qui revient visiter ces niveaux-là, là, on se situe sur ces niveaux-là. Ça prend du temps, c'est toujours pareil, hein. Ça prend du temps. On vient, entre-temps, on a des rebonds comme ça, on vient chercher plus bas, on se pose ici, et que les mecs, précisément sur ces niveaux-là, ils commencent à vous parler de récession, de baisse des taux, etc. Les mecs, vous ne posez pas 36 questions ici, hein. Si les mecs commencent à vous parler de quantitative easing, donc c'est-à-dire que les mecs font tourner la planche à billets pour acheter des actions et tout, vous ne posez pas 36 questions, vous aurez l'opportunité de... Pas d'une vie, mais presque, hein, ça arrive pas tous les ans. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais surveiller moi. C'est ce que va dire Powell, effectivement. Est-ce qu'on a une récession? Est-ce qu'on a une baisse des taux dans la foulée, etc. Est-ce que, justement, au niveau des tarifs, ça commence à être levé? Il y a des négociations. Ça va être extrêmement intéressant de le surveiller, justement, pour se positionner sur les indices. C'est peut-être trop tôt pour le faire, bien qu'on est vraiment très très proche, je pense, d'avoir un rebond technique ou ce genre de choses. Mais pour du long terme, je m'attends vraiment à ce qu'on puisse avoir quelque chose un petit peu comme ça, des structures, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà, on spécule sur du long terme. Et en ce qui concerne les cryptos, elles sont clairement moins impactées que on le voit sur BTC, hein. C'est vraiment très très propre ici. Ça essaie vraiment de tenir les niveaux actuels. Donc un BTC extrêmement résilient. Je vais répondre à vos questions. Ah oui, la Thaïlande. Donc toi, t'es carrément, je sais pas le décalage. Il est quelle heure chez toi? T'es à l'autre bout de la planète là. Donc tu dois avoir un sacré décalage horaire, je pense. Ouais, donc ça, on a déjà. Comment tu expliques que le BTC tienne aussi bien depuis les tarifs? Donc ça, c'est ce que je viens de te dire. Je pense que BTC est impacté par une politique monétaire, c'est évident, hein, forcément. Une hausse des taux, ça impacte BTC. Mais je pense qu'il est moins impacté par les tarifs parce que les tarifs, ça va impacter les entreprises. Regarde, par exemple, là, tu as les Européens qui te disent qu'ils vont taxer la tech. C'est plutôt logique, ils vont s'attaquer à la tech. Tu crois qu'il va se passer quoi sur la tech? Tu prends le Nasdaq, le Nasdaq, c'est celui qui a pris la plus grosse douille. Pourquoi? Parce que là, les tarifs, ils impactent directement les entreprises américaines et le chiffre d'affaires des entreprises américaines. C'est pour ça qu'on peut rapidement, en fait, avoir un climat de récession. Et c'est ça que je surveille, d'accord? Mais Bitcoin, il s'en tape, lui, des tarifs. Bitcoin, ça ne concerne pas les tarifs. Comprenez bien ça. Les tarifs, ça n'impacte pas Bitcoin. Ça l'impacte de facto si vous avez une récession, une baisse du pouvoir d'achat, etc. Mais là, ça ne va pas l'impacter comme une entreprise. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui réagit moins. C'est comme le gold en fait, finalement. Sauf que le gold, c'est carrément une valeur refuge. Mais Bitcoin, il est mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, il se comporte un petit peu comme les deux pour le moment. Il ne se comporte pas totalement comme une valeur refuge parce que le golf est clairement des ATH, mais il ne se comporte pas totalement comme des entreprises de la tech parce qu'en fait, il n'est pas impacté de la même manière. J'espère que ça répond à ta question. C'est la seule explication rationnelle que je trouve. C'est qu'aujourd'hui, Bitcoin ne peut pas se comporter comme une entreprise de la tech parce que précisément, elle ne fonctionne pas de la même manière. Lui, les tarifs, il s'en fout, Bitcoin. Donc c'est ça à mon avis. Il n'y a pas un monde où les marchés sont dans le trou à mi-mandat, c'est sûr. C'est ça, Loïc, mais je pense qu'à mi-mandat, Trump a tout intérêt à ce que les indices soient sur des sommets et pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les élections de mi-mandat, c'est extrêmement important. Tu peux perdre du pouvoir. Donc dites-vous que c'est bien de penser de façon macroéconomique, mais il faut vraiment penser de façon politique.
c'est toujours pareil. Pourquoi très souvent en fin de mandat en France, les mecs ils baissent les impôts, etc. Ça marche tout le temps de la même manière, hein. D'ailleurs, ce serait intéressant d'aller corréler les élections de mi-mandat avec les indices boursiers pour voir s'il y a une corrélation à la hausse. Moi, je pense que si on le fait, il y a peut-être des indicateurs pour ça, je regarderai. Ce serait intéressant de voir si justement sur les élections de mi-mandat, on n'a pas une hausse des indices parce que les mecs font tout pour baisser les taux d'intérêt, etc. D'accord? Donc je pense vraiment qu'on est dans ce truc-là. Donc pour le Nasdaq, c'est quoi les zones que tu regardes, opportunités potentielles? Je pense qu'il y a des opportunités sur le Nasdaq. Ça va être toujours pareil, on peut regarder les zones de... Alors, vous avez différentes manières hein, pour ça, hein. Moi, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai à ma disposition, hein. Donc, déjà, ce qui est fou, c'est qu'en weekly, on retrouve déjà des zones de survente. Donc, techniquement, même les zones que tu retrouves ici, sur des zones de survente, sont des zones qui sont intéressantes, d'accord? Idéalement, ce que tu veux, toi, en plus, là, on a la moyenne mobile 200 qui sert très bien sur le très long terme. On voit qu'on est quasiment, à chaque fois qu'on est revenu la chercher, ça a été, là, on est sur du weekly, hein, donc du très très long terme. J'ai envie de te dire que si on commence à construire quelque chose sur la moyenne mobile 200, un petit peu de cette façon-là, en fait, dites-vous que, bon, il faut vraiment que vous regardiez, les moyennes mobiles, c'est bien, ça vous donne le sens de la tendance. Mais il y a un moment donné où nous, on est des êtres humains, on raisonne sur des intervalles de temps qui sont assez courtes en fait. Mais il faut vraiment regarder ce qui va se passer. Vous voyez, ça peut être très très long, hein. On n'est peut-être pas du tout sorti de l'auberge ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de surveiller ce qui va se passer. Donc, un, à l'approche de la moyenne mobile 200 en weekly, d'accord. Deux, à l'approche de cette localisation-là. On va peut-être jamais y aller, mais ça m'intéresse. On peut même également regarder où se situe le first up. On est déjà dessus. Il faut vraiment regarder ce qui se passe précisément sur ces niveaux-là. Donc, je ne sais pas si vous prenez le creux là sur la dernière grosse zone, on est à peine venu chercher les 61,8 de Fibonacci. Donc, j'ai envie de vous dire qu'à l'approche de la moyenne mobile 200 et à l'approche du niveau des 0,61,8, ça peut être une localisation intéressante ici sur le Nasdaq si on y va. Ça ne sera pas facilement offert, je préfère vous le dire comme ça. Mais si on y va, je pense que les 15 000, c'est un niveau psychologique assez rond. Je pense qu'il ne faudra pas se poser 36 000 questions. Après, je ne fais pas de conseil en investissement, hein. Je vous dis moi comment je raisonne. Je pense que si on arrive à l'approche de la moyenne mobile 200 sur le Nasdaq, qu'on arrive à avoir des structures, donc c'est-à-dire qu'on a du mal à venir chercher les plus bas, vous voyez, on essaye, mais on n'y arrive pas, etc. On est à l'approche des 15 000 ici, vous avez probablement des cartouches intéressantes à mettre sur le Nasdaq. En tout cas, retenez le niveau des 15 000. Je ne vous dis pas qu'on va y aller, mais si toutefois le marché nous fait le bonheur d'y aller, vous avez probablement l'opportunité du siècle. Notez les 15 000, je sais pas, prenez un post-it. Mais là, à première vue, comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Et pour ça, il va falloir qu'on enfonce un petit peu plus et qu'on reste dans la zone de survente peut-être quelques mois. D'accord? Donc je pense que ça pourrait coïncider avec Der Park là. Si tu es là, ça pourrait coïncider peut-être avec tu sais, Powell qui nous parle de récession, ce genre de conneries. Hein, un Powell qui commence à parler de récession, une baisse des taux, etc. On se situe proche des 15 000. Les gars, vous sortez l'arme lourde. Je pense que vous pouvez faire je pense que ce sera intéressant, honnêtement. Est-ce que ça correspond avec un niveau? Non, on n'a pas de niveau particulier. On a la résistance qui se situe là. Donc, ouais, on a éventuellement cette résistance qui se situe là, qui correspond bien à celle des 15 000. J'ai du mal à voir ça descendre beaucoup plus bas. Après, c'est possible, hein. On ne sait pas, mais je pense que ce niveau-là des 15 000, à condition qu'on ait des structures, peut être un niveau intéressant. Ouais, rechercher. Ben, moi, j'ai toujours cette idée-là, hein. Après, c'est toujours pareil. Tu as eu des reparts qu'on s'était pas trompé pour le mois de mars. On l'avait dit, putain. On avait dit le mois de mars, il pue la merde et on pensait vraiment que les cryptos allaient plus haut. Ben, là, c'est pas déconnant d'envisager peut-être une récession courant l'été. Donc, faut voir. On regardera ça sur le Discord. On essaiera de se tenir au courant. Mais je pense que, ouais, moi, j'attends vraiment, en fait, les annonces. En fait, les tarifs, les répercussions que ça va avoir sur l'économie américaine, il y a toujours un décalage, les gars. Quand il y a une baisse de taux, c'est pas immédiat. C'est pour ça que, bon, bah là, c'est pas le bon exemple parce qu'en fait, la correction qu'on a eu ça, c'était précisément une hausse des taux d'intérêt. C'était la hausse des taux d'intérêt qui avait provoqué ça. Mais si on a une correction sur le marché ici et que bah, pendant qu'on commence à avoir une correction, le mec nous parle de baisse de taux assez forte, etc., ça peut mettre en fait, ça peut mettre des semaines ou des mois justement à infuser dans le marché. Et c'est précisément quand ça va commencer à faire effet sur l'économie américaine que vous allez trouver votre bottom en fait. Donc il y a toujours un temps de décalage entre les décisions politiques. Et c'est toujours ingrat. C'est pour ça que souvent le président qui récupère le pouvoir bénéficie toujours de la politique du précédent.
C'est pas parce que le mec a des super résultats sur son mandat qu'il a fait du bon job. C'est souvent en décalage avec ses... Donc ça, c'est un peu ingrat la politique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si avril est rouge, on va devoir attendre septembre, octobre pour une reprise. C'est Bataka, encore une fois, quand on a une forte volatilité comme ça, voire extrême, c'est extrême ça, c'est vraiment du jamais vu. Même sur les propres firmes, j'ai vu, ils sont en train de modifier les règles, etc. Parce qu'il y a beaucoup trop de volatilité. Derrière, attendez-vous à ce que ça soit la même chose. Je m'attends toujours à un rebond. J'ai pas changé. J'ai revu mes objectifs. Je crois absolument pas qu'on revienne chercher ces niveaux-là. Mais sur du daily, on peut revenir chercher, pourquoi pas, peut-être la moyenne mobile ou peut-être les niveaux qu'on a perdus ici. Vous voyez. Donc là, on a des gaps. Hein, on a des gaps de partout. Là, là, là. Donc je pense qu'on va avoir à un moment donné un rebond qui sera assez fort. D'autant plus qu'on est vraiment ici sur des zones de survente. Hein. Donc difficile de vous donner les niveaux. Mais de toute façon, on va avoir la moyenne mobile qui va servir de résistance. Donc l'idée, ça va être probablement d'essayer de revenir la chercher pour se faire rejeter. Donc j'envisage maintenant plutôt un truc à la con comme ça. Avoir la vélocité du rebond. Mais je m'attends toujours à un rebond. Et compte tenu de ce qu'on a en fait sur les altcoins, ben je me dis, il y a un monde où elles peuvent... c'est bizarre de vous dire ça, mais il y a vraiment un monde où elles peuvent performer en fait. À voir. À voir. Si on a un BTC qui casse ça et qui nous fait un W, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un rallye ou quelque chose d'assez court sur les cryptos. Donc vraiment, on a un Bitcoin qui est extrêmement résilient, d'accord? Donc à voir, à voir. En tout cas sur Bitcoin, l'idée c'est d'absolument pas casser ce niveau-là. On est vraiment coincé entre je vais enlever ça, sur Bitcoin, mais du coup c'est des altcoins, on est coincé entre ces deux bornes et il va vraiment falloir surveiller le breakout de l'un de ces deux niveaux, ok? Donc pareil, hein, si on trouve un rebond technique sur nos indices, bah il y a de grandes chances qu'en fait sur BTC on essaie de casser ces niveaux-là pour revenir chercher les intérêts qui se situent là. D'accord? Si on enfonce sur les indices et qu'on a une accélération, il faudra voir si on casse ou pas ces niveaux-là. Mais pour l'instant sur BTC, je ne peux pas vous dire ça puisque sur les inflows, c'est pas ce que je vois. Donc je vous l'aurais dit hein, s'il y avait des outflows et tout, mais c'est pas le cas sur BTC. Donc wait and see, comme on dit, je parle du cycle BTC, pardon, pas du Nasdaq. Si avril est rouge, on va devoir attendre septembre pour une reprise a priori. Je parle du cycle BTC, pardon, pas du Nasdaq. Je pense qu'il faut bien comprendre ces Bataka qu'ils évoluent pas non plus tous les deux de leur côté. Vous avez le gold qui sert de valeur refuge, mais en fait Bitcoin il est soumis à la politique monétaire. D'accord? Donc une politique monétaire extrêmement défavorable pour les indices à risque, elle sera quand même défavorable pour Bitcoin. D'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas totalement une valeur refuge aujourd'hui, il n'est pas considéré comme... Moi je pense que sur le long terme c'en est une, mais actuellement il ne nous montre pas ça. D'accord? Une valeur refuge, c'est quand vous avez énormément d'inflation, une hausse des taux d'intérêt, bah en fait vous avez un gold qui prend vraiment beaucoup de valeur. Il ne se comporte pas comme ça. Donc en fait pour moi, Bitcoin, là où il va vraiment super-former, c'est quand on aura une politique monétaire qui sera extrêmement favorable avec une baisse des taux. C'est toujours la même chose. Gardez en tête les taux d'intérêt. C'est vraiment ça doit être votre boussole en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que vous devez surveiller ça. Donc est-ce que je les ai là, les taux d'intérêt je les ai là, vous voyez. Donc faut vraiment comprendre que les marchés sont extrêmement haussiers. En général, ça précède une récession. Vous avez une récession, des taux extrêmement faibles, et là, vous avez des indices qui performent. Et nous, en fait, hein, sur le cycle actuel, on est vraiment ici au bord d'une récession. Je maintiens que la politique actuelle, elle nous engage plutôt sur un chemin récessionnel plus qu'autre chose. Mais je le sais, je le répète, mais c'est toujours long à se mettre en place. On en est proche, je pense. Donc, d'ailleurs, c'est pas JP Morgan qui a remonté à 40% les risques de récession. Alors l'idée c'est de savoir est-ce que ça va être cette année, est-ce que ça va être début 2026, on n'en sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que novembre 2026, cette question elle doit être entérinée. Elle doit être entérinée. D'ailleurs, on peut se donner des ordres d'idées, on voit combien de temps dure une récession. Donc ça nous donne vraiment... Ça c'est des choses qu'on peut calculer après, une fois qu'on rentre officiellement en récession. D'accord? Et ça encore, il va falloir attendre les chiffres. Pour l'instant, j'ai regardé tous les chiffres macroéconomiques. Il n'y a rien qui me dit que l'économie américaine dévisse ou quoi que ce soit. Enfin, pas de là à dire, tiens, elle décroche complètement. C'est pas le cas. Donc, il va vraiment falloir attendre les prochains mois. S'il y a des contre-tarifs et tout, ça peut impacter les entreprises américaines et ça peut aller plus vite que prévu. Donc globalement, je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde un token en particulier, mais gardez bien une chose en tête, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on regarde les métriques, on a une décorrélation entre Bitcoin et les indices. C'est très clair pour moi. On a des inflows sur BTC, c'est ce qu'on n'a absolument pas sur nos indices. On est sur un climax, je pense. Enfin, honnêtement, les gars, Trump qui sort un carton de 2 mètres avec des tarifs, je ne sais pas si on peut faire pire que ça.
Donc pour moi, on est quand même sur un climax au niveau des indices. On va plutôt rentrer après dans une période de négociation, etc. Donc c'est pour ça que j'envisage plutôt un printemps moins volatile. Puis pareil, mettez-vous à la place de Trump. Il y a enfin, il va avoir une pression populaire derrière. Le mec, il peut pas continuer comme ça éternellement. Il doit aller vite et fort. Mais si on continue à tomber comme ça, il va commencer à subir une pression populaire. Donc c'est pour ça que je vous dis, les choses peuvent se retourner assez rapidement. D'accord? Et il a toujours, je pense, il a toujours l'objectif, lui, de baisser les taux rapidement pour essayer de faire en sorte. C'est pour ça qu'il a un double discours. Il vous dit, ça s'est jamais autant bien porté, les marchés vont exploser. Il vous dit, il y a énormément d'entreprises qui s'installent. Je pense qu'il y a du bullshit. Il y a des entreprises qui s'installent en Amérique, mais pas autant qu'il le dit. Donc il est dans un double discours comme ça, où il essaie de garder la confiance en vous disant, vous inquiétez pas, c'est temporaire. Puis d'un autre côté, il doit vraiment déclencher ce mouvement baissier pour aller chercher des taux d'intérêt et relancer la machine économique, mais peut-être acheter des dettes moins chères, etc. Donc il y a vraiment ce double discours chez lui, et il a une pression sur les épaules à ce niveau-là. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on continue à plonger comme ça. Là, on se rapproche vraiment d'une sorte de scénario où on a vraiment on a quelque chose d'extrêmement fort. Donc peut-être qu'il vise le hard landing et une baisse des taux précipitée pour essayer de relancer l'économie avant les élections mi-terme. Bon, là, je pense que j'ai fait quand même un gros topo sur ça. C'est pareil, hein, Ether, c'est exactement la même chose. Vraiment, on a vraiment une volatilité qui se réduit de plus en plus. Hein. On racle la zone de survente ici, ça marche de la même manière. Hein. On racle la zone de survente ici sur le RSI. Puis on a de moins en moins de volat. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on a de moins en moins de vendeurs, tout simplement. Donc c'est pareil, hein, sur Ether, c'est la même chose. Bon, lui, évidemment, il n'a pas la même courbe que BTC. Mais sur du très long terme, si vous pensez... j'ai fait une vidéo sur le sujet cette semaine. Si vous aimez Ethereum pour les fondamentaux que ça représente, et si vous croyez que plus tard, ça peut être une blockchain... principale ou primaire pour des real world assets et ce genre de token, la tokenisation de plein d'indices et tout. C'est pas ici qu'il faut le vendre, je vous le dis vraiment. Pour moi, c'est une connerie de le vendre entre 1008 et 1005. Vous êtes beaucoup trop tard pour le vendre, c'est une connerie énorme. C'est mon avis personnel. Surtout avec une volatilité. Regardez, quand on est venu chercher des grosses zones tampons, on a vraiment eu une volatilité qui s'est réduite ici. On le voit, il y a clairement moins de volatilité que lors des grosses périodes de dump et tout. Donc c'est pareil pour Ether. Après, j'aurais du mal à aller faire des AT sur des low cap et tout parce que c'est atroce. Mais globalement, l'AT que je vous fais sur Ether, elle fonctionne également sur d'autres indices, enfin sur d'autres grosses caps, excuse-moi. Donc BNB, je parle de Sol, etc. Il faudra vraiment surveiller ça. D'accord. Powell, pas pressé de faire quoi que ce soit avec son discours de temporisation. Va falloir voir ce qu'il va dire ce soir, du coup. Ça va être vraiment intéressant. Putain, vous voyez les gaps énormes qu'on a là, on va revenir les chercher. De toute façon, on a vraiment des... Franchement, la volatilité qu'on a eue là, suite au tarif, elle est vraiment insane. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je vais vous laisser sinon. Lundi, je repartirai sur une nouvelle vidéo. Donc si vous avez des idées, si vous voulez que je regarde, si vous avez un token en particulier que vous aimez bien, Dodge ou quelque chose d'autre, dites-le moi et je pourrais vous faire une AT dessus. Je pense que la vidéo de lundi, ou plutôt mardi, parce que lundi j'en fais plus, sera plutôt quelque chose de synthétique sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Hein, donc décorrélation entre Bitcoin et les indices, on l'a vu avec les métriques. Éventuellement un printemps toujours haussier, je crois vraiment. Là, on est qu'au mois d'avril, début avril. Les gars, il nous reste avril, mai, juin. Non, pendant 3 mois, évidemment qu'on va avoir au moins un rallye contre tendance, quelque chose comme ça, ça paraît évident pour moi. Que penses-tu de la théorie selon laquelle Trump veut ravager Wall Street pour acheter des bons US plutôt que des actions? Mais je le pense sincèrement. Je pense sincèrement. C'est Bataka, je fais partie de ces gens-là, moi. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vous disent que Trump ne sait pas ce qu'il fait absolument n'importe quoi, etc. Je ne peux pas l'envisager une seconde. Je vous le dis comme je le pense, parce qu'il a montré pendant la présidentielle que c'était pas un débile. Il a montré durant son dernier mandat qu'il savait gérer l'économie d'un pays. Le mec est un investisseur, évidemment. Évidemment qu'il y a un intérêt derrière ça. Je le crois sincèrement. Je ne peux pas croire une seconde que le mec, il vienne, mais imaginez-vous la pression populaire qu'il a derrière. Je veux dire, il y a des types qui vont... Il doit rendre des comptes derrière. Donc le mec, il peut pas arriver, détruire l'économie américaine comme ça, en mode, bon, on verra ce qui se passe. Non, évidemment qu'il y a des intérêts derrière. Je pense qu'il se sert de quelque chose qui était prévu, encore une fois,
pour négocier des contrats commerciaux, etc., avec certains pays. Donc il se sert de quelque chose qui allait l'handicaper pour en faire un avantage. C'est loin d'être débile, hein. Et en plus de ça, effectivement, pour acheter sa dette, c'est quelque chose qui peut lui servir. Donc, et en même temps, pourquoi pas racheter un peu de Bitcoin? Je sais pas, ils le disent pas, mais peut-être qu'ils en achètent, j'en sais rien, moi. Donc il y a vraiment, enfin voilà, après je spécule sur Bitcoin, hein. Mais il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Oh, bien sûr, nous à notre échelle, moi je suis jeune, j'ai 35 ans, donc je maîtrise pas, vous voyez, il y a des choses qui nous dépassent, hein. Les mecs sont entourés des meilleurs économistes du monde, donc ils savent très très bien ce qu'ils font. Donc oui, en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là où cette phase baissière des marchés, elle est clairement programmée. Soit ils décidaient de la subir, soit ils décidaient de la prendre en main et d'en être presque l'auteur. Je pense qu'ils ont décidé de l'accompagner de manière à en tirer quelque chose. Pourquoi pas, après tout? Les mecs, ils vont se servir d'une période de merde comme ça pour essayer d'en tirer des avantages commerciaux, etc. En foutant la pression à tout le monde, c'est loin d'être con, hein, quand ils pensent ça. Ils ont les moyens de le faire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir des opportunités sur les marchés. C'est évident pour moi. Je vois ça comme une opportunité. Voilà, donc j'ai du cash pour ça. Ça servira à ça. Et pour le coup, BTC, c'est vrai que lui, il réagit absolument pas comme ça. Donc à voir. Tant qu'il garde ces niveaux-là, tant qu'il passe pas sous les 77 000 $, ben, pour l'instant, il est toujours en train de tenir un creux ascendant, hein. Pour moi, quand je vois la courbe, on terminera là-dessus. C'est une courbe Monthly, je crois, au passage. Non, non, ouais, Monthly, quasiment. C'est Monthly. Ben, quand je vois ça, moi, j'ai quand même l'impression qu'on va faire. Je sais pas, qu'on va avoir une dernière jambe, hein. J'ai aucun mal à imaginer soit un M-top comme ça pour dégueuler derrière, soit un nouveau sommet en fait derrière. Franchement, hein. Mais là, on a vraiment un petit cluster. On a vraiment une pression et baissière et haussière, des deux sens. Donc on a un cluster ici, on voit qu'on a une pression baissière. Donc ici, on est clairement dans une contraction. C'est le petit range que je vous ai montré et on aura la résolution de ce truc-là, hein. Voilà, on aura tôt ou tard une résolution de ce truc-là. Mais si on casse le petit range que je vous ai montré, bah, pourquoi pas venir rechercher les 110 000, c'est possible, hein. Sinon, on viendra chercher plutôt les liquidations qui se situent autour des 100 000. Mais quand je vois la gueule de la charte ici, bah, ça me fait vraiment penser à ça en fait. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce cas-là où on a une grosse baisse et ensuite on a vraiment une doji, puis on a une espèce de zone tampon ici et il y a de grandes chances que derrière on ait un mouvement haussier. L'avenir nous le dira de toute façon. On regardera ça dans quelques mois et on verra un petit peu ce qui se passe. Mais ici, ça me fait quand même penser à une contraction sur ces niveaux-là qui pourrait déboucher sur un mouvement haussier. C'est pas improbable, hein, quand je vois la charte en Monthly. Vous voyez bien qu'on a de moins en moins de baisse ici. Donc il y a même il y a une pression qui se fait entre ces deux bornes, ouais, très clairement. Donc ça, il faut le surveiller. En 4 heures, il y a une forte contraction. Mais c'est pour ça, il y a une contraction sur BTC qu'il faut surveiller. Je connais pas le sens, hein. Je connais pas le sens de la contraction. Mais enfin, DR Park le disait, il y en a un des deux qui ment. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il a raison là-dessus, c'est qu'on a une décorrélation entre les deux. Va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer, bah, entre ces deux bornes, hein, d'accord? Si on se fait encore rejeter ici sur ces niveaux-là, bon, bah, on aura déjà une idée. Mais globalement, tant qu'on évolue entre ces deux bornes, je vous dirais que compte tenu de ce que j'ai en mensuel, ça m'invite à penser que si on a un rebond technique sur les indices, on aura une cassure haussière de ce range-là sur BTC. Pour moi, c'est pas l'ombre d'un doute. Voilà. Donc le Bitcoin et l'or vont exploser grâce aux tarifs. Vous voyez, c'est intéressant de. Faudrait lire ça. Oui, d'accord, Arthur Hayes. Donc lui, je crois qu'il a la tête d'un exchange. Donc à surveiller, à surveiller. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire sur mes vidéos sur Twitter si vous voulez que je traite un sujet en particulier la semaine prochaine sur YouTube. Et puis sinon, pour les autres, je vous retrouve de toute façon. Donc là, on fait pas de live aujourd'hui sur BitLearn, mais je vous retrouve dans le Discord si vous voulez discuter. Je suis présent, d'accord. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao à tous, salut. Ciao ciao.